Et ben je suis venue avec... C'est mon serpent. Et c'est avec ça que mon frère m'embêtait. On va faire des fiches pour décrire nos peluches. Je vais tout vous expliquer. Nous, on est en train d'essayer de faire l'inventaire de la diversité des peluches. Donc pour faire un inventaire, il faut qu'on remplisse une petite fiche. Sur la fiche, il y a bien entendu l'identité du peluchologue qui a découvert le spécimen. Et puis après, il y a des mesures, le contexte de la découverte de cette peluche. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce qu'elle a été trouvée? Ok, donc ça veut dire que c'est une peluche transformable. D'accord. Ouais. Donc on a une peluche qui a un côté gentil et un côté méchant. Dans le monde des peluches, tout est possible. Hein. Un petit commentaire sur est-ce qu'il y a une étiquette, est-ce qu'il y a des mentions sur l'étiquette, en quel matériau elle est constituée. Ça vient d'Europe parce qu'il y a Lieu de conservation, canapé. Et puis après, la petite histoire de la peluche en fait. D'accord. Vous racontez un Ah bah peu, oui, volontiers. Voilà. Le mot d'ordre était de venir avec une peluche rare ou une peluche intéressante à faire partager avec la communauté des peluchologues. C'est une espèce unique avec une langue énorme et en plus, regardez la langue. Et puis en plus, on permet d'arranger des tas de choses, même l'enfant entier, on peut le mettre là-dedans. Et alors après, par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on lui mette un nom scientifique. Donc nom scientifique, c'est genre espèce, en plus ou moins latinisant si possible. Du genre Serpentipus ou un truc comme ça, quoi. Le nom scientifique, c'est Ursus bonetus. Serpentipus. Ursus parce que c'est un ours et bonetus parce que sa caractéristique, c'est qu'il a un bonnet. Alors ça, très important, largeur-hauteur. Donc il y a un petit mètre là, pour la mesurer, la taille de la peluche en fait. 190 plus 300. 4 mètres, combien elle a dit? 4,90 m. 90, c'est énorme. Amélie, t'es prête pour... T'as le téléobjectif? Il va la faire un panoramique. Hein. Je pense que pour lui, ça va être une marque de considération et de... comment il va trouver son identité réelle. Alors attends, Il va savoir d'où il vient, qui il est exactement. Alors là-dessus c'est dans la boîte. Alors je vous remets du coup votre carte officielle des peluchologues. Ah, très bien, merci. Je suis peluchologue. Alors, la photo c'est pour créer sur internet une base de données où les gens vont pouvoir revenir revoir toutes les données qu'ils ont rentrées sur la fiche d'inventaire et avec la photo de leur peluche sur internet. Pour moi, pour mettre dans mon curriculum, c'est quand même quelque chose de très important et je me sens très honorée. On va commencer par la séance de travail. Si on doit classifier avec une méthode scientifique les peluches, quels critères on va retenir? En fait, à quoi ça sert? Ça sert à comprendre quelle est la méthode et la démarche scientifique, d'accord? Parce qu'au travers de la classification des peluches, vous allez comprendre comment on classifie les choses dans les laboratoires, en gros. Vous allez faire le même travail. Le but final, c'est qu'une fois qu'on aura réalisé notre classification des peluches, on aura mis en place un vrai travail de classification et d'inventaire. Et voilà, la peluche est un artefact pédagogique extraordinaire. D'abord, on fait comme un espèce de brainstorming ensemble. Si on veut classifier les peluches, quel type de caractère il faut qu'on prenne en compte? S'il y a quelqu'un qui a des idées pour ouvrir le bal. J'en ai un premier, les ailes. Les nageoires. 2 pattes ou 4 pattes. Les antennes. Le bec. La forme des corps. Moi je dirais d'une façon plus générale, est-ce qu'il ressemble à un animal existant ou non? Je pense que c'est très important de savoir si la peluche a l'air sympathique ou pas. Je vais compléter un petit peu la sympathie avec l'odeur. Est-ce que c'est agréable ou pas? La peluche a-t-elle un accessoire? Où est-ce qu'elle habite? Est-ce qu'elle paye des impôts à Montpellier ou à Castelnau ou à Clapier? Les peluches ne sont pas des êtres vivants. Les peluches ne payent pas d'impôts. Qui s'imaginait un petit peu qu'il puisse y avoir autant de familles de peluches, autant d'origines, autant de couleurs, autant de. Il me semble important de savoir si on travaille sur un exemplaire unique ou sur plusieurs exemplaires. L'absence ou la présence de peluches.
Ah d'accord, vous voulez dire la texture, c'est ça? D'accord, de la texture, effectivement. Elle est neuve ou elle a été utilisée? Est-ce que la peluche a un caractère sexué? Qu'est-ce qui ressort? Et là, ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant et d'un coup, je me sens un peu scientifique. C'est mêler le scientifique au rigolo, quoi. Ça permet de savoir sur un exemple peut-être plus abordable comment procèdent les scientifiques. Moi, j'aime bien que le scientifique s'intéresse à quelque chose qui sort un peu de son contexte habituel. On va chercher des souvenirs, des émotions. On va voir un peu du côté de l'enfance et voilà, c'est très touchant. Qu'est-ce qui m'a plu? Eh ben, de voir toutes les questions qu'on peut se poser sur la peluche, en fait. En se posant ces questions-là, on se pose exactement la même question que les chercheurs se posent pour classifier le vivant. J'aimais bien cette ambiance un peu pataphysique en fait, quoi. Un côté surréaliste, mais qui ne l'est pas, hein, c'est vraiment la vraie pédagogie. Cette société des peluches, je pense que c'est unique en France, même au monde. À quoi ça sert? Ouais, c'est une bonne question. Peut-être qu'on pourra faire des comparaisons avec les espèces vivantes. Je suis sûre que ça réconcilie beaucoup de gens avec la science. Si on peut adoucir la rigueur scientifique au travers d'une expérience qui est somme toute très ludique, je pense qu'on a gagné le pari. Bon alors Fred, là je suis sur Serpentipus. Ouais, tu l'as? Ouais, j'ai. Alors est-ce qu'il a des membres? Non, pas de membres. Est-ce qu'il a des yeux? Oui. Oui. Oreilles? Pas d'oreilles, visible sur la photo. D'accord. Est-ce qu'il a des dents? Il a la bouche fermée, donc non. Pas que je vois en tout cas. D'accord. Est-ce qu'elle est tachetée? Plutôt tachetée, effectivement. Et feuilles? Pas de feuilles. Pas de feuilles, d'accord. Ok, bon c'est bon pour Serpentipus. Nous avons établi ici une classification pour une quinzaine de peluches. Donc la première chose évidente à faire, ce serait de collecter bien sûr plus de peluches afin d'avoir aussi plus de caractères, donc plus d'informations pour reconstruire notre classification. Bon Fred, j'ai rentré les caractères, ça y est, ils ont voté. Voici l'arbre de classification. Tous les caractères en fait vont voter pour des regroupements dans la classification et en fait vont se retrouver ensemble les peluches qui partagent le plus grand nombre de caractères. Ah, il y a un truc rigolo sur cet arbre, t'as vu, il y a Alphus et Ratus qui sont ensemble. Ah, oui. On a besoin de l'ordinateur pour faire ça parce qu'il y a une difficulté, c'est que tous les caractères ne proposent pas forcément les mêmes regroupements. Donc c'est pour cette raison qu'on est obligé de les faire voter. Et comme en démocratie, là où il y a la majorité des caractères qui proposent un regroupement, eh bien c'est ça qu'on choisit dans l'arbre de classification. Alphus et Ratus ensemble. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'ils sont ensemble? Ah bah j'ai les dents, tiens regarde. J'ai les dents Alphus, ah, oui, dents, et Ratus, dents. Tous les deux ont des dents. Ah oui, et bah regarde, ils se retrouvent regroupés ensemble parce que c'est les seules peluches qui ont des dents. Une autre chose importante, ce serait d'avoir plus de peluches d'un type donné, donc par exemple plusieurs Ratus ou plusieurs Alphus, afin de contrôler également que la variabilité des caractères définit bien cette peluche-là en particulier. Si jamais il arrive qu'il y ait 2-3 arbres qui soient équivalents au niveau de la classification, en général on essaie de faire un consensus, c'est-à-dire un résumé, et on donne un arbre final qui reflète, encore une fois, l'opinion des 2-3 arbres de départ. Vous venez de voir les chercheurs au travail pour réaliser cette classification. On a donc besoin de vos contributions, de vos peluches rares, de vos fiches descriptives qu'on pourra intégrer dans notre collection pour affiner justement cet arbre phylogénétique des peluches. N'hésitez pas à nous contacter, à envoyer vos photos, vos descriptifs sur le site internet de Mission Peluche. Et on s'engage à finaliser cet inventaire mondial de la diversité des peluches au plus vite et grâce à vos contributions.